Issa Cimarron. On va parler donc de la fausse maison d'esclaves de Gorée qu'on vous présente avec cette porte de non-retour. Personnellement, je m'y suis rendu 3 fois. 2 fois, j'ai visité cette maison. J'ai aussi étudié les travaux du professeur, donc un historien du nom de Jean-Luc Engrand, qui est lui-même issu des familles goréennes, donc de Gorée, qui a étudié le foncier, les actes notariés de Saint-Louis et de Gorée. Nous verrons donc que c'est la place de Saint-Louis qui était privilégiée pour plutôt déporter des Africains vers les Amériques, voire vers l'Europe, surtout la péninsule ibérique au début, mais ensuite les Amériques. Mais c'est surtout Saint-Louis, en fait. Et pas du tout Gorée. Nous verrons que Gorée n'a connu qu'entre 1200 et 3000 esclaves, et que sur l'île, il y a déjà des forts avec 3 captiveries, dont j'ai pu moi-même visiter. Et il me semblait même déjà dès la première visite que ça ne semblait pas logique qu'on eût peuplé l'Amérique de Noirs déportés partant de cette petite maison. Parce que vous ne vous dites, quand on vous dit 200 millions et vous regardez cette maison, vous dites c'est une blague. Il n'y a pas la logistique pour emmener là. Par contre, on est frappé de voir qu'il y a des anciens forts et donc certains qui sont encore debout puisqu'ils ont servi ensuite d'anciennes prisons pour femmes sur Gorée. Mais donc, quand on revisite cette captiverie, on se dit, mais pourquoi ils nous font croire que les esclaves partaient de la maison de la signare Anna Pépin-Colin, cette maison qui est dite la maison des esclaves, alors qu'il n'y a jamais eu d'esclaves dans cette maison. Quand on étudie l'histoire de cette maison, du début à la fin, il n'y a eu que des captifs de cases, c'est-à-dire des serviteurs, comme en Afrique et en Inde et en Europe jusqu'à récemment, il y avait des systèmes de castes, comme bourgeois, petits bourgeois, aristocratie, noblesse, les gueux, etc. En Inde, c'est pareil. Il y a les intouchables et ça monte jusqu'au brahman, il y a plusieurs castes. Et en Afrique, c'est pareil. Il y a les forgerons, les nobles, les griots, les artisans, les pêcheurs, etc., etc., ceux qui sont éleveurs, etc., etc. Donc, il y a des castes. Et c'est pas donc une maison d'esclaves, puisque quand on a dans les chroniques des captifs d'esclaves, pas d'esclaves, mais des captifs de cases qui de leur propre volonté, partent, parce qu'ils avaient le droit de partir. Et leur ancien maître, entre guillemets, n'avaient pas, eux, le droit de les poursuivre. C'est pour vous dire. Il faut lire, donc, avec le partage d'écran que Macandal va vous montrer, on va vous montrer la couverture du livre de Jean-Luc Engrand, qui est un historien, qui fait des conférences, et il le dit lui-même, un livre d'histoire ne peut pas exister sans source et sans référence. Tout est sourcé, tout est référencé, sinon ce n'est pas un livre d'histoire. Alors, bien évidemment, il y a un mythe autour de Gorée, comme quoi ce serait la plaque tournante des esclaves. Alors, est-ce que vous m'entendez bien au niveau du micro? Est-ce que ma voix est claire? Vous m'entendez bien? Oui, oui, elle est claire. Il n'y a pas de souci, elle est claire. Donc, sur les travaux de Jean-Luc Engrand, comme nous avons 1h30 d'émission, alors, yes, I, arbalète, on entend bien, c'est cool. Eh bien, Jean-Luc Engrand, comme nous l'avons dit déjà, est historien. Il nous dit « Aucun occidental n'a fait fortune sans se marier à une signare ou
à une des filles du roi du Sine, le Sine Saloum au Sénégal, hein, juste avant la Casamance et la Gambie. Donc, on parle très peu du site de Bimbia. Même ce qui est dit sur Bimbia est aussi une mythologie qu'on veut inventer. On ne dit pas la vérité, c'est toujours dans les mêmes familles. Alors, dans l'étude des fonds notariales, des fonds d'état civil et des cadastres, alors, voilà, ce sont les sources d'un livre d'histoire. Cathy Louette, une signare de Gorée. Alors, de 1713, elle est fille de Dame Caterina, donc elle a 63 serviteurs et des deux sexes. Elle fait du commerce de gomme arabique, donc dans des flux financiers aussi de l'esclavage. Elles en profitent indirectement, mais vous verrez qu'elles n'ont pas favorisé l'esclavage, tout au contraire. Mais il faut savoir qu'une industrie, c'est comme aujourd'hui, si vous vouliez vous opposer à l'industrie de la pétrochimie, vous vous feriez broyer, qui que vous soyez. Et donc, à l'époque, les signares ont saboté l'industrie de l'esclavage, qui est comparable à la puissance des lobbies pétrochimiques d'aujourd'hui. Pour vous rendre compte de la puissance de ces femmes, elles n'ont pas participé au plan des esclaves, contrairement à ce que l'on peut faire circuler des fois. Alors, mais elles ne pouvaient pas empêcher le commerce d'esclaves, mais de Gorée, vous verrez, je l'ai déjà dit en introduction, il y a 3 captiveries, et il n'y a que entre 1200 et 3000 esclaves qui sont partis de cette île. Nous verrons que les rois lébous empêchaient toute installation qui permettait de contrôler de là une plaque tournante des esclaves. Donc, on disait à Rufisque et Gorée, qui étaient donc, des citoyens, des sujets français, comme à Saint-Louis. Donc, de Rufisque, elle était cette Cathy Louette, cette signare, donc je vous ai dit très puissante, 63 serviteurs de deux sexes, gomme arabique, etc. Très, très influente, donc, aussi dans la contrebande. Alors, comme je vous parlais, 15% de mariage d'endogamie, carnet d'adresse, donc avec les anciens maris, parce que les signares ne se marient qu'avec des blancs qui avaient de la plus-value, soit un gouverneur, soit un commandant, un chirurgien, voilà. Elles ont été des femmes d'affaires, et c'est lorsqu'il y a eu, en 1848, voilà, le code, on va dire, civil normal, qui a rétrogradé ces femmes qui étaient puissantes et dans un matriarcat, et qui étaient plus riches que les gouverneurs qui étaient nommés dans les postes au Sénégal. Eh bien, en fait, leur statut a été rétrogradé par le fait qu'à un moment donné, la République impose que les femmes doivent demander à leur mari d'avoir l'autorisation d'un compte en banque, etc., etc., alors que c'était des femmes à la base, qui les hommes dans leur famille ne faisaient rien. C'est elles qui contrôlaient tout. Il faut lire le livre de Jean-Luc Engrand. Tout à l'heure, on va le partager. Donc, je vous parle de ces mariages endogamie qui permettaient de conserver le patrimoine dans ces familles, qui, à la fin du 19e siècle, avec le commerce de l'arachide, qui n'ont pas su réinvestir à Gorée. Donc, tous ces capitaux sont partis dans les familles des cousins, justement, de ces familles dans la région de Bordeaux, dans des châteaux de vignobles et tout. Donc, il faut comprendre le business, le flux financier. C'est très important quand on suit le flux financier de ces commerces-là, on comprend beaucoup plus de choses.
Donc maintenant, on va parler de ce carnet d'adresses qu'on a mentionné. Donc c'est un réseau féminin, les signas, hein. Donc c'est un matriarcat. Les hommes dans ces familles-là ne font quasiment rien. Elles sont beaucoup plus riches, 4 à 5 fois plus riches que tous les hommes métis de Corée. Donc elles fabriquent du réseau. Elles font du business de l'or, de la gomme, et la rentabilité économique, voilà, c'est toujours par les mariages avec des chirurgiens, des gouverneurs, des commandants, etc. Donc elles ont leurs contacts comme ça, elles ont tellement d'influence qu'elles peuvent, elles ont aidé et René Caillé à atteindre tout et à revenir vivant. Sans les signares, il n'y aurait pas eu de voyage de René Caillé à Timbuktu. Et ça, personne n'en parle. J'en ferai peut-être un format sur ma chaîne sur ça. Je parle aussi donc du fait que Anna Pépin-Colin, cette propriétaire de la maison dite des esclaves avec la porte sans retour, il n'y a jamais eu d'esclaves dans cette maison. Je rappelle qu'il y a des forts sur l'île et il y a 3 captiveries. C'est de là que partaient les esclaves. Et c'est pas de cet endroit qu'on a déporté la majorité des esclaves, mais de Saint-Louis. En tout cas, ceux qui sont partis du fleuve Sénégal, c'est vers le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, et pas à Gorée. Gorée, il y a entre 1200 et 3000 esclaves qui sont partis dans 3 captiveries là-bas. Et les signares ont tout fait pendant leur règne pour saboter. C'est pour ça aussi que ça n'a pas pris d'ampleur, mais surtout parce que les rois légaux qui étaient à proximité dans les îles de Ngor et de la presqu'île de Dakaro, eh bien, à cet endroit-là, il est impossible que les Occidentaux s'installent dans cette rade de Gorée qui était trop près des côtes et dont les rois lébous leur coupaient l'accès à l'eau, aux vivres et les attaquaient tout le temps. Donc, ils ne pouvaient pas contrôler de là, comme on nous le dit, ce mythe de Gorée, où des millions de gens seraient passés par là. C'est totalement faux, encore moins dans cette maison. Alors, je ne veux pas manquer de respect à Joseph Ndiaye, un homme que je respecte beaucoup. Je pense qu'il a fait ce qu'il a fait pour que la mémoire soit toujours là, mais il n'a pas fait les choses correctement, parce que là, on parle d'actes notariés, de fonds d'état civil, on sait qui avait quoi, a transmis quoi à qui, et les dates des constructions des maisons, qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison, et tout ça, on connaît. Donc là, c'est un travail d'historien. Il n'y a pas de livre d'histoire sans source, sans référence, etc., etc. Nous le disons. Donc, les signares, hein, Anna Pépin-Colin, cette maison, dite maison des esclaves, qui n'a jamais eu d'esclaves, mais que des captifs de case. Donc, arachide, 70 tonnes, elle en produit donc à cette époque-là. Donc, ça fait beaucoup. Enfin, elle fait ce business-là, c'est pas qu'elle en produit. Elle est dans ce business-là, à ce moment-là. C'est bien plus tard que Catilouette. Là, on parle de Anna Pépin-Colin, c'est plus tard. Donc, elles font la première école dont tous les cadres africains vont passer, même la famille Chichi Capo Chichi va passer dans cette école-là aussi de Gorée, l'école normale, on va dire française des cadres. Voilà, c'était là-bas. Donc, les signares sociétés matriarcales, elle se marie avec la petite noblesse, souvent française. Hein? Anna Pépin-Colin, William Lessing, en 1784, voilà, elle a des captifs de caste, des captifs de caste, des serviteurs qui sont libres de partir. Comme je vous ai expliqué, même ils sont libres de partir et on n'a pas le droit de les poursuivre.
c'est pas une maison, il y avait des esclaves, des captifs de case. Et donc, il y avait 3 captiveries sur Gorée. C'est de là que partaient les esclaves, pas de cette maison. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, 1500 à 3000 personnes sur 150 ans. Sur 150 ans, Gorée a vu passer sur ces 3 captiveries 1500 à 3000 personnes. Donc, les signares rachètent les esclaves. Elles font monter les prix jusqu'à 100 pistoles aux négriers qui ne peuvent pas se permettre de les racheter à ce prix-là. Et les signares ne peuvent pas faire autrement. Elles ne peuvent pas se permettre, comme je vous ai expliqué, de refuser de vendre. Sinon, c'est des problèmes avec l'administration royale. Ça s'appelle du sabotage économique et c'est très ça. Comme je vous dis, c'est comme quelqu'un qui voudrait s'opposer au lobby pétrochimique. Vous faites écrabouiller. Donc, elles avaient des subterfuges. Elles faisaient leur argent avec la gomme arabique, l'arachide, l'or, l'indigo. Alors, elles avaient des liens, comme elles étaient issues souvent de familles nobles, de la noblesse sérère, entre autres. Alors, il y avait pas mal de Bambara qui ont transité là, parmi ces esclaves-là, notamment, quand même. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le fleuve déporté, du fleuve Gambie et Sénégal, pas mal de Bambara. Donc, Sainte-Marie, une autre île en Gambie, un peu similaire à Gorée, qui a été fondée par les signares. C'est les Anglais qui leur ont demandé de venir. Vêtements indiens, tiares européennes en forme de comme le pape pour montrer leur aliment aux catholiques, le foulard de la route des Indes. Donc, elles sont habillées très richement. Hein, et on voit tout l'apport des différentes influences dans leurs vêtements. Et donc, on voit en Martinique aussi, on verra les signares de Martinique. J'ai plusieurs iconographies. Bon, si on peut faire les partages d'écran plus tard, on verra si on a le temps. Sinon, je le ferai plus tard. Mais je veux dire, le capital reste à Gorée avec ses mariages endogamiques. Comme je l'ai dit, René Caillé, alors c'est la signare Sophie Boucher qui l'a soignée, habillée, qui l'a recommandée aux Anglais à Sainte-Marie de Bathurst. Financièrement, du coup, il a trouvé les financements pour aller à Tombouctou. C'est les signares donc qui ont favorisé son voyage à Timbuktu. Le comptoir de Saint-James, hein, comme je vous dis en Gambie, Sainte-Marie de Bathurst, voilà. Elle est construite aussi en majorité pour faire des réparations navales. Hein. C'est des rades, ce qu'on appelle. Déjà, Gorée, il faut savoir d'où vient le mot Gorée. Gorée, ça vient déjà, c'est les Anglais ou les Hollandais, quand ils venaient, ils appelaient cet endroit a good rad, c'est-à-dire une bonne rade. Et en fait, les Français l'ont déformé, good rad, et ils ont fait Gorée. Voilà, mais c'est une déformation. C'est de là que vient le nom. C'est good rad. C'est une Gorée. Gorée. Voilà. Bonne rade. Donc, c'est de là que vient c'est une rade, comme les rois les dit, couper l'accès en eau potable et en vivre. Personne ne pouvait s'installer et créer une plaque tournante de là. Donc, on voit, donc, comme je vous ai dit, le système de caste africain comme le système indien aussi, et même en Europe jusqu'à la fin de la Révolution française. Et donc, il y a des signares qui sont affiliés à la famille du Sine Saloum hein, aussi, donc, comme Kati Faye Gelowar, alors de la noblesse sérère, issue de la noblesse sérère, et aussi de la famille du roi du Sine Saloum. Donc, il y avait des minorités, si vous voulez, à Saint-Louis, de gens de couleur affranchie.
parmi les familles, on va dire, de signares. Et en fait, les familles de signares, elles n'ont jamais été mélangées. Comme je vous ai dit, c'est des mariages d'intérêt. Donc, c'est avec la noblesse sérère ou avec des riches européens. C'est ça, ces familles signares. C'est ça. C'est la noblesse du Saloum ou du fleuve Sénégal mélangée avec des riches européens. Mais elles étaient plus riches que de toute façon. Alors, on voit qu'en 1776, déjà, il y a Thierno Souleymane Baal dans le Fouta Toro, donc sur le fleuve Sénégal, qui fait un décret pour interdire toute caravane d'esclaves de traverser le Fouta Toro pour se rendre à Saint-Louis. Parce que je vous dis, c'était Saint-Louis la place où on déportait le plus d'esclaves qu'à Gorée. Si on doit dire là où on a déporté le plus d'esclaves, c'est plus à Saint-Louis qu'à Gorée, puisque Saint-Louis, c'est à l'embouchure du fleuve Sénégal. Donc, c'est là où on emmenait, je vous dis, déjà pas mal de Bambara. Donc, on est donc, dans le Fouta Toro aussi avec Abdelkader Khan, donc tous ces musulmans africains qui luttent contre l'esclavage et contre les caravanes. Et ils interdisent dans leur décret que les caravanes qui viennent du sud, c'est-à-dire de Casamance et du Sine Saloum, c'est-à-dire des régions qui sont non musulmanes, ils interdisent même ces caravanes-là de traverser le Fouta Toro. C'est-à-dire qu'ils interdisent l'esclavage, que ce soit pour les non-musulmans ou que ce soit pour les musulmans. Voilà. Donc, qu'on ne dise pas qu'ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont les rois musulmans du Fouta Toro, merci au Peul d'avoir fait ça. C'est très noble. Alors, voilà. Maintenant, on va dire Gorée, good rag, on a dit bonne rag. Donc, il n'y a pas d'eau, pas de pâturage. Les rois allaient beaucoup couper l'alimentation en nourriture et en eau. Donc, comme les rois Lébou empêchaient de contrôler la côte, pas possible. C'est un rêve de cartographe. Mais dans les faits, ils n'ont pas pu contrôler de Gorée le commerce d'esclaves. Voilà. Donc, Bimbia, ferme d'esclaves, ferme humaine d'esclaves au Cameroun, qui a été démantelée. Hein. Il n'y a plus que des ruines. On vous montre, on vous explique une histoire. En fait, c'était une ferme humaine. Là, c'était le plus gros site de déportation qu'il y a eu de l'Afrique de l'Ouest. C'est celui qu'on parle le moins. Il y en a plein même, ils ne savent même pas que Bimbia existe. C'est au Cameroun. Voilà. Mali, Berbère, Wolof, Bambara, Peul. Alors, je lis dans ce livre-là de un docteur, c'est le directeur de l'Institut de recherche d'histoire moderne à Paris 1er 1, Paris Panthéon, Frédéric Régent, les maîtres de la Guadeloupe. Donc, dans ce livre, vous lisez des choses qui sont vraiment extraordinaires. Alors, par exemple, quand vous voyez, par exemple, qu'il est marqué une chose pareille, donc je lis dans ce livre que des mots ont été capturés sur plusieurs navires, étaient vendus dans les premiers temps comme esclaves. Les premiers Africains, c'était des Maures qui ont été vendus. Alors, c'est marqué. Hein. Parce qu'avant qu'on crée des compagnies avec les comptoirs, il y avait déjà un peu des radias ou quoi. Et ils étaient volés des fois même sur les navires des Espagnols. Alors, il faut que je retrouve la page, mais c'est extraordinaire. Il faut que je vous trouve le passage. En tout cas, voilà, les maîtres et engagés. Mais c'est formidable. Il faut que je vous le trouve un ces jours. Je le trouverai. Mais Barbouda, voilà. Pour l'instant,
je finis un peu, je parle début du 19e siècle, famille Saint-Jean à Gorée, donc maison de Anna Colin-Pépin, la fameuse maison dite des esclaves. Alors, comme je vous dis, au 19e siècle, ces familles-là partent à Bordeaux faire leurs études, cette nouvelle génération-là, et ne réinvestissent pas à ce moment-là l'argent qu'ils gagnent dans l'arachide. C'est, si vous voulez, les titres fonciers passent à des familles de cousinage de ces familles signares à Bordeaux. Et elles développent les maisons du vin Lafite de Bordeaux, si vous connaissez. Donc, il y a la famille Boucher. Et donc, c'est à l'époque de William Ponty, qui est un des administrateurs du Sénégal de l'époque, qui a fait des écrits très, 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 très importants. Et tous ceux qui veulent connaître un peu l'histoire du Sénégal, William Ponty était un des administrateurs coloniaux les plus honnêtes dans ses écrits. Et il a même rencontré, je crois, Selim Touba. Donc, les captifs de case et non des esclaves dans la maison d'Anna Pépin-Colin ne sont pas des esclaves de traite et ils ont un statut de caste. Vous comprenez bien, et ceux qui connaissent aussi l'esclavage en Afrique, comme je l'expliquais, pas exactement comme l'esclavage de biens meubles du Code noir. C'est largement différent. Hein, c'est des captifs de caste et en plus, ceux-là étaient libres de partir. C'est pas exactement des esclaves, c'est plutôt des serviteurs libres de partir. Donc, rupture de l'endogamie au début de la colonisation, hein, donc au 19e siècle, la chute de la Dior, etc., et de Samba Laobé Fall, etc. Études en Europe, je vous ai expliqué de tous ces signards, donc je vous ai dit qu'ils étaient libres de partir, hein, en plus les captifs de caste. Donc, ils ne sont pas héritables, donc ils ne sont pas comme des esclaves parce qu'on ne peut pas en hériter d'eux. Et ils doivent 3 jours de travail au signard, mais mais ils peuvent créer leur propre entreprise. Et en plus, ils vivent dans le rez-de-chaussée de la maison, à Gorée. C'est pour ça qu'il y a 2 étages sur les maisons. Et ils font partie de la famille. Donc, c'est pas vraiment une condition. Ils vivent dans la maison, premier étage, pas dans les conditions d'esclaves. Sénégal, c'est 5% de la traite vers les Amériques. Donc, les marabouts opposent une résistance au Cayor, hein, parce qu'au Cayor, en alternance, tous les rois du Cayor n'étaient pas des négriers, hein, même si certains ont été très impliqués, certains refusaient de vendre durant tout leur règne, et d'autres ont vendu contre alcool et armes, malheureusement. Les marabouts ont regroupé des petits villages pour se protéger de leur propre roi et des Maures, dans le Fouta notamment, mais dire que tous les rois du Cayor étaient esclavagistes serait faux. Mais quand même, il est arrivé à des périodes où les marabouts ont rassemblé des villages pour en faire des plus gros, pour mieux se défendre, parce que certains rois prélevaient dans la population pour vendre après. Donc, ça, c'est une réalité, et moi, je l'ai entendu sur place de plusieurs familles. Donc, c'est connu, c'est documenté même au Sénégal, même à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les spécialistes sénégalais connaissent la question. Donc, tous les rois n'étaient pas esclavagistes dans le Cayor, mais il serait faux de dire qu'il y en avait, il y en avait pas. Il y en avait l'argent de l'arachide ne sera pas réinvesti à Gorée, comme je vous ai dit.
mais dans les châteaux et les vignobles bordelais, dans la région de Bordeaux, donc, là où les cousins signards ont développé, donc ont basé leur business. Voilà. Donc, comme on dit, au XIXe siècle, une alliance est indispensable dans le commerce de l'arachide avec les signares. Sinon, c'était pas dans le. Comme je vous ai dit, c'est des mariages endogamiques. Mais au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, avec la colonisation, le patrimoine n'est pas réinvesti à Gorée, tout ça. Ce patrimoine qui arrive à l'arachide, parce qu'avant, c'était la gomme, l'indigo, etc. Donc, souvent des mariages avec des filles céréales du roi du Cygne. Donc, on a les familles signards comme les Devez, les Morel, les Prom. Aujourd'hui, c'est une grosse entreprise Prom, vous connaissez. Mais les Cabeuil, les Tessier, tout ça, c'est des familles que peut-être vous avez entendu, des grosses entreprises qui portent ces noms. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'elles ont fait leur fortune avec ça. Ça vient de là, la fortune. Circuit économique, donc les Cabeuil, etc., Morel, les Joal, toutes ces familles-là. Alors, donc, elles ont eu des cousinages avec des signards, donc des filles sérères et des familles mulâtres du dernier roi, notamment Kumba Diofen Diouf, le dernier roi du Cygne, oncle de Katifai Gelowar, cette signare dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, du XVIIe au XIXe siècle, les Joual à Gorée, voilà, il y a une présence et ils font, on va dire, ils sont très influents. Et dans les mariages, on va noter que, par exemple, la princesse Fatim Yamar, sœur de la reine Eteyala, conclut un mariage avec un Picard, avec une famille qui s'appelle Picard. Donc, d'elle, elle va avoir des enfants, cette princesse. Donc, je vous ai expliqué, c'est la noblesse céréale, hein, donc, avec des riches marchands ou chirurgiens ou des riches blancs. Et donc, ont un statut, en tout cas, que les signards, elles, peuvent utiliser à travers ces maris-là, leur business. Donc, notamment, on va parler mariage entre familles du fleuve donc, et des familles occidentales, du fleuve Sénégal, famille occidentale. Des lignées de la signare Picard, par exemple, et son frère ont convaincu la reine Eteyala de laisser le baron Roger de confier au jardinier Richard. Et ceux qui sont allés au Sénégal ou qui sont au Sénégal, qui connaissent cet endroit au nord de Saint-Louis, juste sur les rives du fleuve Sénégal, la frontière mauritanienne, qui s'appelle Richard Toll. Et Richard Toll, en Wolof, c'est un mot qui signifie les champs que l'on cultive, les parcelles de champs. On dit en Wolof Tolbi. Les Toll, c'est les champs. Donc, Richard Toll vient de dire de ce jardinier à qui on a confié le projet de développer justement l'agriculture du riz là-bas. Donc, un projet agronomique au lieu qu'on appelle aujourd'hui Richard Toll, hein, les champs de Richard. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je bois un petit coup, excusez-moi. Alors, la reine Eteyala a été un verrou à la traite négrière.
les liens entre les familles métisses des Signiards et les familles de la noblesse, certaines familles de la noblesse africaine, n'a pas de séparation. Ils étaient vraiment en entente, en discussion, comme je vous le donne avec cet exemple de la famille de la Signière Picard qui convainc, qui a convaincu la reine Eteyala. Mais bon, on vient après le code civil, comme je vous ai dit, entraîne la chute du matriarcat, de ces matriarches, parce que le code civil à cette époque-là est complètement misogyne. La femme doit demander à tout, autorisation pour faire tout à son mari, à son frère, à son père. Elle ne peut plus avoir un compte bancaire, alors que ces femmes-là, déjà, elles étaient très puissantes et influentes. On les a régressé leur statut à cause de ce code civil. Donc, bien sûr, chute du matriarcat à ce moment-là. Donc, le gouverneur Faidherbe a annexé le territoire de la reine Eteyala par la suite. L'endogamie des Signiards de Gorée était à 15% pour garder le patrimoine à ce moment-là. Comme je vous ai expliqué, le contexte fait qu'ils perdent toute cette endogamie et ils ne réinvestissent pas les bénéfices à Gorée, ça part à Bordeaux. Le matriarcat, voilà, c'était un monde où il n'y avait pas de sentiment. Elle faisait des mariages d'affaires pour bénéficier d'un réseau, être influente et puissante. Voilà, c'était, comme on peut parler alors de Saint-Milmé. Alors, c'est un exemple, un commandant, pour vous montrer l'influence qu'elles avaient, ce commandant Saint-Milmé. Alors, un certain commandant nommé à Gorée, enfin, Saint-Milmé, c'est celui qui nous dit cette anecdote. Un certain commandant nommé de Agoré, revenant des Antilles, avait pris des habitudes brutales et humiliantes vis-à-vis des esclaves. Les Signiards l'a fait expulser et l'ont fait muter dans un trou perdu en Haïti. Voilà, alors c'est un système de défense féminin avec des mariages, comme on dit, à la mode du pays pour éviter d'être déportées ou esclavagisées. Alors, elles ont des biens immobiliers du XVIIe siècle. Elles contrôlaient le commerce de gomme, or, indigo, alors que les tribus arabes de Mauritanie avaient le monopole du commerce des esclaves. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, les serviteurs de caste, c'est pas des esclaves. Hein. Comme en Wolof, on dit Jam. Jam, c'est un serviteur. Alors, on dit Jamat, c'est le serviteur du serviteur. Et Jamatis, c'est le serviteur du serviteur du serviteur. Pour vous dire c'est un système de caste. Et ces gens-là sont libres de partir. Donc, on l'a parlé, on l'a bien précisé. La maison de Anna Pépin Collin n'avait pas d'esclaves, mais des captifs non esclaves. Certains royaumes du haut fleuve Sénégal et des rois attelés du fleuve Gambie ont participé donc aussi à donner, à fournir une partie des esclaves, en plus de ces tribus arabes de Mauritanie. Ce sont des entrepreneuses, les Signiards, des businesswomen. Elles n'ont pas attendu les Européens pour leur faire des affaires fructueuses. Elles sont 4 à 5 fois plus riches que les hommes métis, qui ne font pas grand-chose d'ailleurs à Gorée ou à Saint-Louis. Quoiqu'à Saint-Louis, c'est une situation différente parce que les familles signières ne contrôlent pas Saint-Louis, contrairement à Gorée. Je disais, oui, elles sont plus riches que les Français ou les Anglais qui sont nommés à des postes dans ces îles ou à Dakar ou quoi. Donc, le baron Roger les invite à construire le nouveau Saint-Louis.
C'est pour ça que l'ancien Saint-Louis, vous voyez, ça ressemble beaucoup aux constructions de Gorée, parce que c'est les Signares qui ont été invités à faire ça. Les dynasties donc goréo-saint-louisiennes apportent aussi un boom économique à la région de Saint-Louis, où je vous ai dit, c'est le lieu où il y avait qui est plus près de la débouchée du fleuve Sénégal, et que c'est de là où partait le plus d'esclaves qu'à Gorée. Il faut bien comprendre ça. Gorée, le mythe de Gorée, oublié. On n'a pas contrôlé de Gorée. Des millions de personnes ne sont pas passées là. C'est faux. Alors, Saint-Louis, comme je vous disais, à Saint-Louis, il n'y a pas de monopole des Signares, hein, pas comme à Gorée. Elles n'ont pas le pouvoir. Donc. Saint-Louis attendra le 19e siècle donc, pour avoir du foncier. C'est pas comme le 17e siècle à Gorée où on a déjà du foncier, bien plus tôt, constaté. Donc, c'est les migrations aussi des familles goréennes vers les 1817 aussi qui ont rapporté un petit plus du foncier là-bas. Alors, il y a le business de la cotonnade, de l'arachide, du cuir, des cuirs. Donc, le foncier augmente. Tout le 18e, on voit 81 maisons, 81 maisons. En 1784, à Saint-Louis, il y a rien. C'est-à-dire qu'à Gorée, vous avez 81 maisons déjà au 18e, en 1784, alors qu'à Saint-Louis, il n'y a pas de foncier encore à cette époque. Pour vous dire le développement que ça amène les Signares. Sauf la forteresse, bien sûr, il y avait une forteresse à Saint-Louis, c'est tout. Donc, on voit que il y a aussi il y a des liens avec les Signares et Matar Diop, chef des Lébous de Dakar, dernier chef des Lébous de Dakar. Donc, comme je vous ai dit, les Lébous, ils empêchaient tout le monde de contrôler cette rade qui est Gorée, hein, ou de rade Gorée. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour synthétiser, parce qu'on pouvait en dire beaucoup plus. Voilà. Le signal, là. Voilà. Alors, Oui, Jean-Luc ce Antoine. livre-là, Voilà. qui est très important, que les gens qui sont Oui. vraiment. Parce que Oui, oui. sur ma chaîne, on m'a demandé, je veux connaître toutes les références, les sources, peu importe ce que ça coûte. J'ai eu des commentaires comme ça. Ben, voici déjà un livre indispensable, hein, pour connaître de quoi on parle. Donc, Jean-Luc en grand, tu peux montrer sa photo en grand. Et ça, c'est son livre. Donc, Oui, oui, Céleste ou les Signares oui. de Gorée, voilà. La fausse maison des esclaves de Gorée, voilà.